Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. Nous vous emmènerons d'abord dans une fabrique de faux billets à Naples, car c'est en Italie que sont produits 90% des euros falsifiés en circulation dans le monde. Ce soir, dans Code 24, nous irons ensuite en Irak où des milices sunnites viennent en aide aux Peshmerga dans la lutte contre les djihadistes de l'organisation de l'État islamique. Coup de projecteur sur Jean Sulpice et son restaurant 2 étoiles unique au monde. L'une des meilleures tables de France établie à 2300 mètres d'altitude au cœur des Alpes. L'Union des organisations islamiques de France est-elle un danger pour l'Hexagone? Une équipe de France 24 a rencontré les leaders de l'UOIF, mais aussi d'anciens membres qui pointent ouvertement les dérives islamistes de l'organisation. Les vaches sont sacrées, plus question de les tuer et encore moins de les manger dans l'État indien du Maharashtra. Un rêve devenu réalité pour la majorité hindoue du pays. Nous irons enfin à Longmont, dans le Colorado. Cette petite ville s'est mobilisée contre le fracking et le développement de puits de gaz de schiste. Selon les autorités italiennes, 90% des faux euros en circulation dans le monde sont produits en Italie. Un chiffre qui fait froid dans le dos, c'est dans la région de Campanie, dans le sud du pays, que les faussaires ont développé un réel savoir-faire dans la falsification monétaire. Depuis que l'euro a été introduit en 2002, près de 400 millions d'euros en valeur nominale ont été retirés du marché par les autorités internationales. La majorité de ces faux euros partent vers des pays comme la France, l'Espagne, l'Allemagne, la Roumanie, la Bulgarie, mais aussi en Afrique du Nord ou en Amérique latine, où les contrôles de monnaie sont moins fréquents. Pour les autorités italiennes, le défi est d'identifier ces réseaux et leurs ramifications internationales qui commencent à menacer la stabilité de la monnaie unique. Les correspondants de France 24 en Italie, Natalia Mendoza et Bernard Bedarida, sont allés enquêter sur ce trafic. Reportage. Au pied du Vésuve, elle semble une périphérie comme tant d'autres. Et pourtant, c'est ici, dans les environs de Naples, dans le sud de l'Italie, que prospère la plus haute concentration d'imprimeries clandestines de fausses monnaies en Europe. Ces imprimeries sont vraiment bien cachées. Les faussaires sont fourbes. Ils sont passés maîtres dans l'art de dissimuler leur activité. Les lieux que nous contrôlons doivent donc être passés au peigne fin, car de tels ateliers peuvent être n'importe où. Le commandant Napolitano dirige une brigade de la police douanière locale. Toute la zone est asphyxiée par la Camorra, la mafia napolitaine. La Camorra peut facilement débourser de l'argent pour acheter les machines industrielles nécessaires à cette activité et, ce faisant, réinvestir l'argent sale. Leur dernière saisie a été faite ici, dans un de ces cabanons industriels. Baissez la caméra, s'il vous plaît. Ici, la discrétion est de mise pour ne pas alerter les entreprises voisines. À l'intérieur, nous trouvons une véritable caverne d'Alibaba de l'imprimerie clandestine. Plus de 200 000 € en investissement pour ces machines qui permettent la reproduction à l'identique des billets. Tout d'abord, ils impriment ce film plastique, cette pellicule. Ensuite, l'image est transférée de la pellicule à une plaque de métal, comme celle-ci, regardez. Cette plaque vient alors s'insérer dans cette autre machine. Et regardez ces rouleaux. C'est là qu'on met l'encre et ça va directement en impression. Au moment de la saisie, le commandant Napolitano et ses hommes ont arrêté en flagrant délit les faussaires. L'impression des billets en cours et l'encre encore fraîche, tout comme cette cache, bien dissimulée derrière une fausse étagère. C'est ici qu'ils stockaient toutes les feuilles de billets contrefaits, mais aussi les encres de différentes couleurs. Des couleurs que les faussaires n'ont pas eu le temps d'utiliser car ils ont été découverts au premier stade de l'impression. On l'appelle le filigrane, ce motif invisible à l'œil nu imprimé sur toutes les coupures. Et déjà, à ce point,
la qualité de la falsification surprend. On voit bien qu'il maîtrise la technique. Le filigrane est la phase de la fabrication des billets la plus complexe. Et ici, elle a été parfaitement falsifiée. Elle tromperait même les yeux d'un expert. Plus d'1 million de faux billets en filigrane ont ainsi été saisis lors de cette opération, pour une valeur nominale qui dépasse les 50 millions d'euros. Sur chacune de ces feuilles, 48 billets de 50 € ont été imprimés. Donc chaque feuille aurait eu une valeur hypothétique de 2400 €. Il s'agit là d'une des saisies les plus importantes de ces dernières années en Italie et dans le monde. Depuis janvier, les autorités italiennes ont saisi plus de 100 millions d'euros contrefaits dans cette zone. C'est du jamais vu. Pour comprendre les structures de ces réseaux de faussaires, nous nous rendons à Naples. Le procureur Giovanni Colangelo dirige les enquêtes pour démanteler les filières de production et distribution de monnaie contrefaite. Les enquêtes ne sont pas forcément faciles car les secteurs d'activité sont bien compartimentés. Il y a ceux qui financent et organisent l'activité de production de faux billets. Puis il y a les techniciens qui s'occupent matériellement de la duplication des billets. Enfin, quand les billets sont prêts, il y a ceux qui s'occupent de leur stockage. Et à partir de là, les faux billets sont destinés à inonder le marché. Une partie est écoulée dans les commerces locaux. Ici, nombreux sont ceux qui ont été victimes de cette industrie illégale. Quand je reçois un faux billet, je fais pas d'histoire. Je dis simplement que je n'ai plus de monnaie et donc je ne peux pas le prendre. Je les regarde, je les touche, mais malheureusement, je n'ai pas de machine pour les contrôler. Il faut vraiment faire attention car il m'est arrivé une fois de recevoir un faux billet de 20 €. Depuis l'introduction de l'euro, plus de 5 millions de billets contrefaits ont été saisis. Mais pour certains experts, il ne s'agit là que de la pointe de l'iceberg. Le billet le plus contrefait dans la seconde moitié de l'année passée a été celui de 20 €, suivi de celui de 50. Très utilisé, mais d'une valeur tout de même modeste, il éveille moins la méfiance des commerçants et circule rapidement de main en main. Pour tenter d'y remédier, un nouveau billet de 20 € plus difficile à falsifier a été présenté en février dernier et doit entrer en circulation au cours de l'automne. Le nouveau modèle présente donc de nouveaux systèmes de sécurité, notamment le visage d'Europe en filigrane. Cette déesse de la mythologie grecque a donné son nom au continent et à cette série de billets. Dans l'élan de la victoire remportée début avril à Tikrit, l'ancien fief de Saddam Hussein, contre l'État islamique, les autorités irakiennes ont jeté leur dévolu sur la province sunnite d'El-Anbar, une province qui s'étend sur un tiers du pays à l'ouest de Bagdad. La reconquête d'Al-Anbar, qui s'étire sur 140 000 km² le long des frontières syriennes, jordaniennes et saoudiennes, est jugée stratégique pour isoler l'État islamique. Mais la libération de cette région à la géographie complexe et perméable aux renforts envoyés par l'EI depuis la Syrie et Mossoul s'annonce de longue haleine. Les milices sunnites viennent en aide aux Peshmerga dans la lutte contre les djihadistes de l'organisation de l'État islamique. Les combattants kurdes les ont acceptés, même si la suspicion n'est jamais loin. Reportage au Kurdistan irakien de l'envoyé spécial de France 24, Salim El-Medeb. La ligne de défense érigée par les Peshmerga cisaille la plaine au sud-ouest d'Erbil. Ici, les djihadistes sont à moins de 2 km. La nuit, ils préparent des embuscades contre nos éclaireurs. Ces hommes appartiennent à la milice populaire de Shargat, une ville arabe sunnite, tombée aux mains de l'organisation État islamique. À sa création, il y a 6 mois, ils n'étaient qu'une cinquantaine. Aujourd'hui, ils sont près de 500. La plupart souhaitent garder l'anonymat pour protéger les membres de leur famille qui vivent encore en territoire ennemi. Nous, on rejette leur idéologie depuis le début. Et nous sommes venus combattre pour défendre notre terre et la nation tout entière. En tant que sunnites, on se bat pour prouver que tous les sunnites ne sont pas avec Daesh. Ici, on est 100% sunnites et on combat tous Daesh. Ces supplétifs sont payés par le gouvernement central de Bagdad et armés par les Peshmerga.
Leur chef appelle ça la salade irakienne. Les sourires de circonstance des soldats kurdes du poste voisin cachent mal leur scepticisme. Pour eux, tout arabe sunnite est suspect de sympathie djihadiste. Avec tout mon respect, ils ne sont pas tous mauvais, mais aujourd'hui, c'est difficile de faire confiance aux Arabes. Tout le monde le sait. On peut se débrouiller tout seul, on n'a pas besoin d'eux. La population arabe de Mahmour, la grande ville du secteur, a été purement et simplement bannie des lieux. Beaucoup de Kurdes leur reprochent d'avoir collaboré avec les djihadistes lors de leur offensive en juin dernier. Pour autant, la cohabitation se passe correctement dans d'autres régions du Kurdistan irakien. C'est notamment le cas ici, à Chaklawa. La population de la ville a doublé avec l'afflux de réfugiés venus de Fallujah, à tel point qu'on la surnomme désormais Chaklouja. Ici, Arabes et Kurdes pris côte à côte, ces réfugiés se disent prêts à combattre eux aussi, mais ils se sentent abandonnés. Nous avons perdu tout espoir envers le gouvernement central et envers nos hommes politiques sunnites. On n'attend plus rien d'eux. Ce sont tous des charlatans, sans exception. Seul Dieu et la coalition peuvent nous aider. S'ils nous donnent des armes, nous sommes prêts à nous battre jusqu'au bout. 1000 hommes attendent déjà que Bagdad débloque les fonds nécessaires pour pouvoir rejoindre la milice de Shargat. Bien qu'encadrés par d'anciens officiers, ces civils devront encore s'aguerrir pour être réellement utiles sur le champ de bataille. Restez sur Futur TV, on se retrouve après ceci. C'est un restaurant unique au monde, l'une des meilleures tables de France établie à 2300 mètres d'altitude. Aux commandes, Jean Sulpice. Savoyard de naissance, ce chef de 35 ans seulement est venu à Val Thorens relever le défi de la haute cuisine en haute montagne. Ici, tout est différent, même cuire un œuf à la coque, le bout à 80 degrés seulement du fait de la pression atmosphérique. En Savoie, tout a souvent plus de goût. Le fromage, par exemple, Philippe Ginolan est l'un des derniers à produire du vacherin, un fromage rare et fragile. Un nectar qui se retrouve tout naturellement sur la table du restaurant étoilé de Jean Sulpice. Le chef l'utilise pour réinterpréter une vieille recette, la rissole savoyarde. Dégustation au sommet dans ce terroir exceptionnel. En Europe, il n'y a pas plus haut, les Alpes françaises. Un paysage vertical, des neiges éternelles. Voici Val Thorens. C'est l'une des stations les plus élevées. Ici, tout se fait à ski, même aller au travail. L'homme aux chaussures jaunes est l'un des meilleurs cuisiniers de France. C'est un enfant du pays. Bonjour, bonjour. Salut Mathieu. Jean Sulpice, 2 étoiles au fameux guide Michelin. Bon alors, t'as reçu du beau poisson? Ah bah voilà, une belle bête qu'on a reçue, là, un beau brochet. Tu peux t'amuser avec ça? Ouais. Jean est un cas unique. À cause de son jeune âge. On enlève la 4, s'il vous plaît. Oui, chef. Et à cause de ses fameux 2300 mètres d'altitude. En cuisine, ça change tout. D'ailleurs, les débuts ont été difficiles. Pour les petits déjeuners, j'avais envoyé des œufs à la coque et les œufs étaient revenus plusieurs fois parce qu'ils n'étaient pas assez cuits. Et je comprenais pas parce que j'avais une timer, je les avais cuits de la même manière que je les cuisais d'habitude. Et je me suis aperçu après que la bonne raison, c'est que ici, les cuissons sont beaucoup plus longues parce que l'eau ne bout pas à 100 degrés. Mais bout aux alentours de 90 degrés. Incroyable mais vrai. C'est une question de pression. Elle est beaucoup plus basse en altitude. Et ça, c'est un paramètre qui change sur des cuissons assez précises, parce que notre métier, c'est de la précision. À un moment donné, j'ai failli baisser les bras, j'ai failli arrêter cette aventure de cuisine à 2003, parce que entre l'eau, entre les routes qui sont coupées par cet enneigement, et un matin, je me suis dit, ces détails doivent venir un atout pour ma cuisine. C'est pas la montagne qui va s'adapter à moi, mais c'est à moi de m'adapter à la montagne. En montagne, il y a donc moins d'air, mais il est aussi plus sec. Jean a inventé du coup ces boules de neige, des meringues creuses, un petit miracle. Vous voyez cette meringue,
On a une meringue qui est très croustillante grâce à ce peu taux d'humidité. La même recette que vous faites dans un univers qui est humide, cette recette sera molle, ne sera pas croustillante, ne sera pas du tout aussi savoureuse qu'on peut déguster ici. Démonstration et dégustation. Chef à la montagne, c'est pas comme chef en ville, c'est qu'on a des contraintes du climat, c'est un univers qui me ressemble. Et en bon montagnard, Jean Sulpice déneige lui-même autour de chez lui. Il a neigé cette nuit, sur la terrasse du restaurant. En Savoie, le terroir est rude, mais il a du goût. Dans la vallée des Bauges, on fabrique un fromage unique, le vacherin. Tiens les filles. Philippe Ginolin a 70 vaches, des tarentaises et des abondances. Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive. Le vacherin est un fromage d'hiver, l'hiver quand le fermier a du temps. Mais son goût vient des prairies d'été. Eh ben on donne du foin de montagne. Du foin avec toutes les fleurs, toutes les petites fleurs de montagne. Là on le voit bien, dedans il y a les trèfles, il y a tout ce qu'on veut. C'est super important de donner du bon, hein, parce qu'il faut bien savoir ce que les vaches mangent, et ben c'est ce qu'on retrouve dans le fromage, dans le lait. De l'herbe vers le lait, du lait vers le fromage. Là il est bien, il est parfait. Ben, bien blanc. Il faut 10 litres pour un seul vacherin. C'est le travail de Madame la fermière. La traite du matin a été écrémée et moulée. Sylvie entoure maintenant chaque vacherin d'une bandelette en érable. Il ne faut pas que ce soit ni trop serré, ni pas assez. Vu que c'est un fromage qui est très crémeux, il faut que ça le contienne le mieux possible. C'est un produit qui se fait rare, c'est un produit qui demande beaucoup de manipulation et beaucoup de soins surtout. C'est un produit fragile. C'est parti pour l'affinage. 5 semaines en cave. Avec chaque matin, la visite du maître fromager, qui veille sur ses petits. Plus on monte, plus ils sont vieux. Voilà, là vous avez un vacherin qui est quasi bon à manger, quoi. Donc on voit, comme on dit nous, il respire. Vous voyez. C'est vrai qu'à l'intérieur c'est tout coulant. Donc on enlève la croûte et on prend ça à la cuillère, on met dans l'assiette, sur du pain et en avant. On en fait vraiment que pour les gens du coin. Hein. C'est un rayon, on va dire, de 100 km autour de la ferme, c'est tout. Et ça reste un fromage rare. Et on en est fiers. Parmi ses clients privilégiés, il y a Jean Sulpice, notre chef 2 étoiles. Lui se sert du vacherin pour réinterpréter une vieille recette savoyarde, la rissole. Traditionnellement, c'est un petit beignet sucré. Ici, il est cuisiné salé et avec du vacherin. Moi j'ai des souvenirs d'enfance, c'est de me faire des tartines de vacherin. Quand le vacherin il est bien fait, qu'il est crémeux, qui s'échappe de l'assiette. C'est pour ça que quand j'imaginais une recette avec, j'ai dit on va l'emprisonner dans une pâte et le fait de la cuire au milieu, on aura une boule de crème de vacherin qui sera toute liquide et quand on va te mettre en bouche, ça sera une explosion. Toutes les Alpes dans une seule bouchée. Grâce à Jean Sulpice, il y a maintenant une table sur le toit de l'Europe. Vous regardez Code 24, on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. L'Union des organisations islamiques de France est l'une des principales organisations structurant le paysage musulman français. L'UOIF revendique plus de 250 associations membres dans l'Hexagone. Mais de plus en plus de voix dissonantes en son sein se font entendre. Si ces représentants revendiquent une pensée conforme à l'islam dans le respect du cadre républicain français, ces détracteurs assurent que l'organisation est la vitrine des frères musulmans en France. Au lendemain des attentats de Paris, le Premier ministre Manuel Valls en appelait à combattre le discours des frères musulmans, ce qui avait été perçu comme une déclaration visant l'UOIF. L'organisation est-elle une menace pour la République française ou œuvre-t-elle pour le mieux vivre ensemble ? Une équipe de France 24 a mené l'enquête à Paris, Lille et Nantes. Elle a rencontré le président de l'UOIF, Ammar Lasfar, mais aussi d'anciens membres qui pointent ouvertement les dérives islamistes de l'organisation.
Sur ce marché aux portes de Paris, le voile est devenu banal. Ces Françaises de culture musulmane habitent Aubervilliers. Elles militent contre cette normalisation. J'espère pas. Hein. Regardez, il y en a une voilée là. Ces féministes ont connu la pression islamiste dans leur pays d'origine, l'Algérie. Aujourd'hui, elles se sentent rattrapées en France par l'intégrisme religieux. Eh ben voilà. Est-ce qu'il y avait ça en Algérie? Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas des petites filles voilées. C'est une photo qui a été prise par une amie à Aubervilliers. Moi, ça me choque, parce que j'ai pas envie qu'Aubervilliers soit la banlieue de Kaboul. C'est une élève que à leurs yeux, un islam politique, rigoriste, s'est progressivement imposé en France. Et c'est pas la première que je vois. Ça, c'est en France, aujourd'hui, l'islam qui sévit, qui est dominant, qu'on entend, parce qu'on ne veut pas voir que la majorité ne se voile pas, c'est l'interprétation la plus radicale, et donc qui va rejoindre l'interprétation des frères musulmans. La confrérie des frères musulmans est née en 1928 en Égypte. Son projet, lutter contre l'influence occidentale et instaurer un régime islamique mondial basé sur la charia. Dans les années 50, la question du voile est déjà centrale. وقابلت المرشد العام للإخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. طلب إيه؟ أول حاجة قال لي يجب أن تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرحة. Régulièrement réprimée, la confrérie des frères musulmans s'étend. Elle gagne le Moyen-Orient, le Maghreb et s'installe en Europe. Farid Abdelkrim est un frère musulman repenti. Pendant 15 ans, il a appartenu à la confrérie dans la région de Nantes. Il y a créé des organisations de jeunes musulmans et prôné un islam politique. L'idée, c'est véritablement de ramener tous ces pauvres jeunes qui sont issus de l'immigration et qui sont les laissés pour compte de la République, les ramener à ce qui leur permettra de devenir des hommes et surtout qui nous permettra de gonfler les rangs de ces musulmans qui ensuite pourront peut-être passer à cette étape d'islamisation de la France, parce qu'il était hors de question, dans mon esprit à l'époque, de faire de l'islam une religion française, mais plutôt de faire de la France une république islamique. Dans son livre témoignage, Farid raconte ses 15 ans d'activisme au sein des frères musulmans. Vous sauriez l'écrire en arabe? Oui, bien sûr. Vous le voulez bien? Oui, bien sûr. Je suis devenu islamiste en France, pas en Algérie ni en Syrie. C'est ici que tout s'est passé, donc ce serait bien aussi qu'on puisse comprendre comment ça peut arriver un truc pareil en France. Dans les années 2000, il prêche ici pour la première fois. La mosquée se dressait sur ce terrain vague. Jeune prédicateur, issu de l'immigration, ses discours sont communautaires. Il y a la société française qui ne veut pas de nous, concrètement. Il y a l'émergence du racisme, il y a le discours de Jean-Marie Le Pen, il y a toutes ces... Et Dieu, dans tout ça, me sert finalement d'argument ou d'alibi, parce que l'islam, c'est vraiment quelque chose qui permet à un moment donné de fédérer, ou en tout cas d'amener les gens à être mobilisés. À l'époque, Farid, ici à droite, est régulièrement invité au congrès annuel de l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France. Mais les routes sur lesquelles nous roulons aujourd'hui, les voies ferrées sur lesquelles nos trains roulent, les immeubles dans lesquels nous vivons, eh bien une grande partie de toutes ces infrastructures, ce sont nos parents qui l'ont construit. Ça, nous ne devons pas l'oublier. L'UOIF, une organisation controversée, considérée comme proche des frères musulmans. Son siège est à la Courneuve, en banlieue parisienne. L'Union des organisations islamiques de France compte aujourd'hui 285 associations. Salam alaikum.
L'UOIF est incontournable. L'islam de France, nous l'avons, nous, au sein de l'UOIF, nous l'avons accompagné, nous l'avons outillé, surtout outillé en matière d'avis religieux, en matière de lecture, en matière de pratique, en matière de moyens aussi, par exemple la formation des imams dont on parle aujourd'hui. Professeur d'économie et chef d'entreprise, Amar Lasfar est aussi imam. Il partage son temps entre Paris et Lille. Pour lui, l'islam trouve progressivement sa place en France. Nous, les musulmans, on a entre 2800 et 3000. Entre mosquées, grandes mosquées, petites mosquées et salles de prière, nous en avons. Il faut leur donner encore plus de moyens. Il faut qu'ils soient des lieux de prière avec pignon sur rue et ne pas les soupçonner toujours comme des lieux de transmission de valeurs obscures. Retour sur les traces de Farid dans la banlieue de Nantes. On arrive dans le quartier de Bellevue, un des quartiers les plus chauds de Nantes à l'époque, d'ailleurs ça l'est encore un peu. C'est le quartier dans lequel j'ai grandi, où je suis allé à l'école, où je suis devenu musulman pratiquant. Et ça c'est ma mère. Donc on constate pas de hijab à la française. Ses parents algériens sont arrivés à Nantes en 1950. Regarde, quand tu te mets bien sur tes guiboles. Jusqu'en 5e, Farid est bon élève. À 14 ans, son père décède. Le jeune homme bascule dans la délinquance. En quête de repères, il se tourne vers l'islam. C'est une approche de mon identité à un moment donné, que j'essaie de construire. Donc j'ai envie de dire aux gens, je ne suis pas comme mes parents, moi je vais pas courber les chines comme eux. Alors qu'eux, ils n'ont jamais courbé les chines. Ils ont toujours été discrets, en fonction de ce qu'ils étaient. Sa mère a toujours pratiqué un islam simple, ouvert. Farid, lui, se fabrique un islam politique, un islam de rupture. Il dit, maman, faut mettre ton hijab. Il dit, mon gars, moi, mon père jamais m'a dit, faut mettre ton hijab. Et toi, mon fils, je veux mettre mon hijab, c'est moi qui décide, c'est pas toi. Pendant 15 ans, Farid va chaque année en pèlerinage à la Mecque. L'occasion de collecter des fonds pour financer son organisation, les Jeunes Musulmans de France. En 2002. Donc nous, comme on était la branche jeune de l'UOIF, quand on arrivait, ben on avait droit à aller voir 3 ou 4 bienfaiteurs par l'entremise des responsables de l'UOIF. De toute façon, on ne ramenait pas 1 milliard, hein. On ramenait le maximum, c'était 50 000 francs. La grande mosquée de Nantes, gérée par l'UOIF, a été financée en partie par le Qatar. Ouais, et les 5 enfants dans la voiture. Farid a quitté l'organisation, mais il y prie encore. C'est la mosquée qui se trouve du côté de chez moi. Je fais la distinction entre ceux qui gèrent le lieu et le lieu lui-même. Le responsable de la communication de la mosquée nous accompagne à l'étage pour filmer le prêche du vendredi. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord pour l'interview aujourd'hui. Mais certains membres du conseil d'administration s'y opposent. On appelle ça le conseil d'administration pour filmer. Au sein de l'UOIF, le livre de Farid divise. Mohamed Guéroumi, responsable de la communication, est consterné par cette réaction des anciens du conseil. Ce qu'il dit dans son livre pourrait aider beaucoup de jeunes qui veulent considérer parfois la religion comme une identité, alors une identité politique entre guillemets ou sociale, plutôt qu'une religion, qu'une conviction intime. C'est par là qu'il faudrait quand même voir les choses. Ça les dérange parce que l'association qui gère la mosquée s'appelle l'AIOF et que l'AIOF appartient à la structure des frères musulmans et qu'ils ont l'impression que ce livre est une forme de trahison. C'est-à-dire que la critique, quelle qu'elle soit, à partir du moment où elle est émise par un musulman, peut très vite être perçue comme une traîtrise. Direction le nord de la France, sur les terres d'Amar Lasfar. Aujourd'hui, le patron de l'UOIF est à Lille, au lycée Averroès, un établissement privé musulman qu'il préside. Pour lui, le livre de Farid n'est qu'un ouvrage de plus sur le marché.
Il y a Zemmour, il y a Welbeck, il y a Farid Abdelkrim, il y a beaucoup de choses qui s'écrivent. Mais si on s'amuse nous à répondre à chaque fois que quelqu'un écrit sur nous, on n'est plus dans une société d'ouverture. Donc ils sont libres d'écrire ce qu'ils veulent. Mais la critique en elle-même, c'est quelque chose de très positif. D'ailleurs, nous formons nos élèves ici à Averroès, à l'esprit critique. 600 élèves fréquentent l'établissement. Ouvert en 2003 sous contrat avec l'État, il peut accueillir les jeunes filles qui veulent porter le voile en classe. Cantine halal, excellent résultat au bac, il fait la fierté de l'UOIF. Les profs nous aident beaucoup quand même, ils veulent qu'on réussisse. Et après, il y a cette communauté, on sent qu'on est tous un peu unis. Et après, c'est un programme normal qu'on a ici, il n'y a rien de spécial. C'est un lycée avec une salle de prière. La phase du rayonnement. Amar Lasfar, Mohamed Louidzi le connaît bien. Cet ingénieur franco-marocain a lui aussi quitté l'UOIF en 2005. Selon lui, le lycée Averroès diffuse bien l'idéologie des frères musulmans. Sur cette vidéo tournée dans une classe de chimie, Amar Lasfar présente aux élèves un célèbre prédicateur égyptien, Omar Abdelkafi. J'aurais bien aimé parler en français, cette langue si merveilleuse. Mais je vous promets... Donc là, on a une preuve réelle qu'on invite les sommités des frères musulmans à intervenir pendant les heures de cours de sciences physiques dans un établissement qui est aujourd'hui financé en bonne partie par l'État. Les propos d'Omar Abdelkafi sont facilement accessibles sur Internet. C'est le même monsieur qui a été présenté par le président national de l'IOIF comme quelqu'un de très intelligent, qui a une thèse de je sais pas quoi, voilà, il dit simplement que toute femme, toute fille qui sort les cheveux découverts, donc mérite le châtiment de la tombe avant le châtiment définitif, le jour du jugement dernier. Mohamed Louidzi a été frère musulman pendant 15 ans. Dans ses recherches, il dit avoir découvert un concept majeur de l'idéologie de la confrérie, le tamkin, la consolidation en arabe, une stratégie d'infiltration pour prendre le pouvoir. Tamkin, c'est arriver pacifiquement, avec les moyens démocratiques, avec l'infiltration de tous les systèmes éducatifs, politiques, professionnels, petit à petit, une stratégie sur le long terme, pour que l'islam, ce qui est écrit dans la définition de Ali Sallabi, pour que l'islam domine. J'ai un document qui n'est pas... Cette notion de tamkin, Mohamed Louidzi l'a retrouvée dans cette brochure du lycée Averroès, éditée en arabe. En France, et là on voit bien le logo du lycée Averroès. D'après lui, ce document était destiné à de riches donateurs du Golfe pour la construction du lycée. Mohamed Louidzi y voit un programme politique. L'objectif à long terme du lycée Averroès, c'est de former une élite islamique. C'est clairement dit dans ce document que l'installation d'établissements privés musulmans va permettre à la religion musulmane, ici est écrit l'islam, l'azim, cette religion si merveilleuse, de dominer ces contrées, de dominer ces pays, ou ce pays en particulier. Au lycée Averroès, les révélations de Mohamed Louidzi amusent. Ici, tamkin a visiblement un autre sens. C'est une charge de communication. Voilà, tamkin, c'est intégré. C'est la traduction des mots d'intégration. C'est que les musulmans aient leur place, rien que leur place, mais toute leur place. Et nous le disons, nous l'affichons dans nos conférences. De passage à Paris pour la promotion de son livre, Farid retrouve Tarek Oubrou, l'imam réformiste de Bordeaux. Lui n'a pas quitté l'UOIF, qu'il souhaite moderniser de l'intérieur. Il assure que les frères musulmans ne sont pas une menace. Les frères musulmans d'Occident sont des frères musulmans sécularisés. C'est ça la définition des frères musulmans d'Occident. Ils sont légalistes. Ils n'ont pas pour projet ni État islamique, ni califat, ni islamisation de la société.
mais plutôt de prôner un islam en conformité avec le droit en vigueur. Pour moderniser l'islam en France, Farid, lui, a choisi l'humour. La gestuelle, quand tu viens, chier attitude de morveux, t'es plus n'importe qui, donc faut bomber le torse. Mais en même temps, t'es censé être modeste parce que t'es musulman, donc faut plier la vie. Je joue ce personnage parce qu'aujourd'hui, l'islam est malheureusement une religion tributaire de la forme plus que du fond. Voilà. Et ça m'agace. Le mec, c'est pas une voix qu'il a, c'est un fléau. Comédien, écrivain, Farid a aujourd'hui un nouveau projet. Devenir acteur de cinéma et peut-être même un jour, imam. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. L'État du Maharashtra, dans le sud de l'Inde, vient d'interdire l'abattage du bœuf. Posséder ou consommer cette viande peut désormais coûter 5 ans de prison. Un rêve devenu réalité pour la majorité hindoue du pays. Mais outre son impact sur les habitudes alimentaires de millions de personnes, la loi va toucher de plein fouet l'économie indienne. Le bœuf est une des plus grosses exportations agricoles du pays et le Maharashtra produit 25% de la viande bovine indienne. La loi pose aussi problème quant au devenir des bêtes. Les éleveurs et autres fermiers risquent fort de se retrouver à devoir nourrir le bétail sans pouvoir en tirer profit. Sur Habitandon, Jean-Michel Renovic. Pour cette simple recette de bœuf masala, Ramona encourt aujourd'hui 5 ans de prison. Dans tout l'état du Maharashtra, la possession et la consommation de viande bovine sont désormais totalement interdites. Cette jeune indienne, qui en mange plusieurs fois par semaine, ne pensait pas que cuisiner pourrait un jour devenir un crime. Aujourd'hui, je peux me faire arrêter parce que j'ai du bœuf, alors qu'un homme dégoûtant qui harcèle les femmes peut marcher dans la rue et écoper d'une toute petite punition. C'est stupide. À la tête du Maharashtra depuis un an, les nationalistes hindous viennent de gagner un combat de longue date. La vache sacrée et tous les bovins sont désormais protégés, à l'exception des buffles. Cette musique religieuse diffusée par les haut-parleurs est censée les détendre. Cette ferme est le refuge de 2000 vaches. Elle est tenue par le VHP, une puissante organisation extrémiste hindoue. Ses membres se réjouissent aujourd'hui d'une telle victoire. Depuis 2001, nous nous battons devant les tribunaux pour faire fermer les abattoirs. Et aujourd'hui, les choses ont changé. Même un enfant peut aller voir la police et dire « Il y a un bœuf qui va être tué, vous devez agir ». 50 personnes, presque tous des bénévoles, viennent chaque jour ici nourrir, traire et laver les bovins. Atul est étudiant en commerce, mais il passe tout son temps libre ici. Pour moi, les vaches sont comme ma mère. Depuis toujours, on les considère comme des divinités car elles nous nourrissent. Donc les emmener ici et en prendre soin, c'est un travail sacré. L'application de cette loi votée il y a 20 ans mais jusque-là oubliée a surpris le pays tout entier. Dans les restaurants de Bombay, capitale économique du pays, on consommait jusqu'au mois dernier 90 tonnes de bœuf par jour. Mais le commerce de la viande est majoritairement tourné vers l'étranger. L'Inde, pays de la vache sacrée, est également le premier exportateur de bœuf au monde, avec le Brésil. Au cœur de la ville, Deonar, considéré comme le plus grand abattoir d'Asie, 500 à 1000 bœufs y étaient tués chaque jour. Les lieux sont désormais déserts. Les 3500 employés sont au chômage technique. Regardez, on ne tue plus les bœufs, tout est vide maintenant. On n'a plus de travail, on n'est plus payé. Même manger est devenu difficile. Moi j'ai une famille de 6 personnes et j'ai rien à leur donner, même pas une roupie. Dans tout l'État, plusieurs dizaines de milliers de travailleurs de la filière bœuf seraient désormais sans revenus. Mais la loi touche aussi les populations rurales. Ici, les bœufs servent aux travaux des champs. Et lorsqu'ils vieillissent, les fermiers les vendent aux abattoirs pour pouvoir s'en offrir de nouveaux. Cette femme vient de donner son bœuf au refuge du VHP.
Nous étions très tristes de le donner parce que nous l'avons élevé et qu'il nous a coûté beaucoup d'argent. Mais on avait une bonne raison pour ça. On n'avait plus les moyens de le nourrir. Malgré l'impact sur les campagnes indiennes et sur les 15 millions de personnes qui dépendent directement de la filière bœuf, les extrémistes hindous ont un rêve. Ils espèrent désormais convertir l'ensemble des États indiens à cette interdiction. Dans d'autres États comme ceux du Kerala, du Manipur, du Meghalaya ou du Arunachal Pradesh, le sacrifice de tous les bovins est permis et ne nécessite aucun certificat. Aucune législation n'encadre le business de la viande de bœuf. Sa vente et sa consommation ne sont pas interdites. Pour autant, les lois concernant les restaurants empêchent ces derniers de s'approvisionner facilement ou de servir librement du bœuf aux consommateurs. Et pour la petite histoire, sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, le hashtag BeefBan s'est retrouvé numéro 1 des tendances en Inde. En quelques années, les États-Unis ont dépassé la Russie et sont devenus le premier producteur mondial de gaz naturel. Une véritable ruée vers l'or bleu rendue possible notamment grâce à la technique de la fracturation hydraulique, encore appelée fracking, qui consiste à aller chercher le gaz de schiste à 2 km de profondeur sous la roche à l'aide d'explosifs et de produits chimiques. Aux États-Unis, le fracking déchaîne donc les passions avec d'un côté les anti qui dénoncent les risques pour la santé et l'environnement et de l'autre les pro-gaz de schiste qui soulignent la croissance économique générée par l'exploitation du gaz. Dans le Colorado, des habitants se sont mobilisés pour faire interdire le fracking dans 5 villes. 3 ans après, les géants de l'énergie contre-attaquent et sont bien décidés à écraser ce mouvement. La guerre du gaz, c'est un reportage de Valérie Defer et Sébastien Vuagna. En plein cœur de la campagne américaine, Longmont, une ville de 80 000 habitants devenue le symbole du débat sur la fracturation hydraulique dans le Colorado. Depuis 3 ans, les habitants se mobilisent contre le développement de puits de gaz de schiste. Ici, tous dénoncent les risques pour la santé liés aux produits chimiques utilisés pour creuser la roche. Ce qui est dangereux, ce sont les composants volatiles qui sont neurotoxiques. Ça entraîne des déficiences neurologiques. Il y a aussi un impact négatif sur les voies respiratoires. Et puis, cette toxicité peut donner lieu à des malformations du nourrisson. Aux yeux de cette industrie, nous sommes jetables, de simples dommages collatéraux en quelque sorte. C'est donc aux citoyens de se mobiliser et de dire « pas touche à mes enfants, à ma maison ou à mon quartier ». En 2012, les habitants de Longmont ont voté pour l'interdiction du fracking, principalement pour protéger ce réservoir d'eau potable. C'est un lac magnifique. C'est un chouette endroit pour les familles et pour les enfants. Et pourtant, ils étaient prêts à détruire tout ça pour y mettre des puits de gaz et de pétrole. Heureusement, on a réussi à les interdire. Une initiative suivie par 4 autres villes de la région. Mais 3 ans après l'interdiction, l'industrie du gaz contre-attaque et les assigne en justice. Son argument ? Une ville n'a pas le pouvoir légal d'interdire le développement de l'industrie énergétique dans le Colorado. C'est vraiment notre dernier recours, mais il faut bien comprendre que quand des habitants votent pour interdire le développement de l'industrie du gaz et du pétrole, il y a des conséquences. Ça a un coût pour ceux qui ont déjà investi et pour ceux qui sont propriétaires de terrains exploitables. Et si Longmont continue à tenir tête aux compagnies de gaz, d'autres villes ont dû renoncer. Lafayette, 20 000 habitants, a perdu son procès face à l'industrie après avoir dépensé plus de 60 000 € en frais de justice. La ville a décidé de ne pas faire appel. L'industrie du gaz et du pétrole exploite ces terres depuis des décennies. Ils ont de l'argent, des lobbyistes et du pouvoir. C'est donc bien souvent eux qui ont le dernier mot. Même si nous aimerions changer les choses, une ville comme Lafayette n'a tout simplement pas les moyens de s'offrir les services d'un lobbyiste. Dans 3 procès sur 4, le même juge a tranché en faveur de l'industrie énergétique. Une décision qui ravit les petits propriétaires terriens, frustrés de ne pas pouvoir profiter du boom économique lié au gaz.
Je crois comprendre que vous êtes propriétaire des ressources situées sous votre maison et que vous faites partie du comté de Boulder. C'est bien ça. Vous êtes donc soumis à cette interdiction d'exploitation. Et oui, effectivement. Bradley aimerait exploiter le gisement de gaz présent sous sa maison, situé en zone résidentielle. Il pourrait toucher jusqu'à 25 000 € de royalties par an. Les droits miniers sont liés à la propriété privée. C'est donc notre droit que d'exploiter ces ressources si on en fait le choix. D'autant que ces questions d'énergie sont directement liées à notre niveau de vie. Un exemple, ce matin, je me suis levé tôt, j'ai pris ma voiture pour me rendre à la gym. J'ai couru sur un tapis, ensuite une bonne douche chaude, suivie d'un petit déjeuner chaud. Et tout ce mode de vie moderne, c'est grâce à cette énergie. Bradley devra attendre 2018 pour exploiter son gisement. Jack servira alors d'intermédiaire pour vendre son gaz aux géants de l'énergie. Rien qu'au Colorado, on compte aujourd'hui près de 600 000 petits propriétaires de minerais comme Bradley et plus de 55 000 puits de gaz naturel comme celui-ci. Ça coûte environ 8 millions de dollars pour forer un puits. Mais durant sa période d'activité, environ 30 ans, ce puits va rapporter aux alentours de 250 millions de dollars. La manne financière pour l'État s'élèverait à près d'1 milliard d'euros. Au pied des Rocheuses, la ruée vers l'or bleu n'est pas prête de s'arrêter. Dans la plupart des législations des années 1950 à 2000, le fracking n'était ni autorisé ni interdit. Il a profité d'un vide juridique ou de l'absence d'une législation dédiée pour rapidement se développer, notamment dans les années 2000 aux États-Unis. Si le fracking représente un bénéfice économique indéniable aux États-Unis, la fracturation hydraulique et le gaz de schiste plus spécifiquement ont une importance moindre en Europe, car les différences géologiques entre les deux continents rendent la pratique 3 fois plus chère sur le vieux continent. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Très bonne suite de programmes sur notre antenne et bonne soirée. Très bonne soirée.